bonjour à tous hein, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Si vous êtes connectés, c'est que vous le savez, le thème aujourd'hui, c'est nutrition et maladie de Parkinson. Et je tiens à préciser que ce webinaire est organisé dans le cadre de la Semaine nationale de la dénutrition qui a lieu du 18 novembre au 25 novembre. Et c'est organisé donc par le collectif de la dénutrition. Et vous pouvez avoir plus d'informations si vous allez sur le site luttercontreladénutrition.fr et vous pouvez voir tous les événements qui ont lieu jusqu'au 25 novembre. Donc, n'hésitez pas à y aller. Mais aujourd'hui, nous allons parler de dénutrition et maladie de Parkinson, nutrition, alimentation dans la maladie de Parkinson. Et en fait, la recherche nous indique qu'environ 60% des personnes atteintes de la maladie de Parkinson sont à risque de dénutrition. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important dans la maladie. Mais au-delà des symptômes vraiment liés à la maladie, on sait que la qualité de vie des personnes va être intrinsèquement liée à son statut nutritionnel. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut contrôler, bien manger, bien comprendre ce que l'on peut manger et ne pas manger, ou moins manger. On sait que la dénutrition chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson peut être accompagnée de constipation, d'anxiété, aussi de dépression, de troubles cognitifs, aussi de dystonie. On sait qu'une grande perte de poids peut être aussi un facteur à risque défavorable pour tous les troubles de cognition. Donc vraiment, tout nous indique qu'il faut vraiment gérer comme il faut son alimentation, être attentif et le faire de façon progressive. Donc nous, aujourd'hui, on va pas donner de baguette magique de l'alimentation, hein. Il faut bien savoir qu'il n'y a pas de régime spécifique pour la maladie de Parkinson. Toutes les publications l'indiquent qu'il y a différents régimes qui existent. On a testé sur les personnes malades et on n'a pas trouvé un régime qui soit particulièrement favorable pour la maladie de Parkinson. On sait que la maladie de Parkinson est très individuelle, que toutes les personnes atteintes sont uniques pratiquement. Et aussi, les régimes, les façons de manger doivent vraiment s'adapter à chaque personne par rapport à leur réalité quotidienne. Donc aujourd'hui, on ne va vraiment pas donner de baguette magique, mais on va un peu expliquer comment se passe la digestion, quels sont les nutriments, quelles sont certaines choses à faire ou à éviter si on a la maladie de Parkinson. Et avec ça, on va aussi vous dire que France Parkinson est en train de préparer un livret sur maladie de Parkinson et nutrition qui devrait sortir dans le premier trimestre 2023. Et donc, il y aura beaucoup plus d'explications. Aujourd'hui, on va essayer de parler des choses principales. On n'aura pas le temps de couvrir tout ce qu'il y a dans le livret. Et je voulais aussi vous dire que dans notre prochain numéro de notre magazine trimestriel, l'Écho, nous avons aussi un dossier entier qui est dédié à la nutrition avec des témoignages de personnes malades. Et donc, ce magazine sera publié vers la mi-décembre. Donc aujourd'hui, voilà, nous avons deux personnes, deux femmes de nouveau avec nous aujourd'hui. Je vais vous les présenter. Après, je donnerai quelques trucs pour comment on va répondre aux questions. Donc d'abord, on a Valérie Bujanda. Bonjour Valérie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de l'invitation. Alors Valérie, vous êtes une personne qui a la maladie de Parkinson, mais vous êtes aussi naturopathe et vous êtes très impliquée dans toutes les bonnes pratiques de l'alimentation et surtout de son partage au plus grand nombre pour vraiment aider les personnes qui ont la maladie de Parkinson à bien comprendre leur alimentation. Nous avons aussi Cécile Blanc, qui est diététicienne. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de venir ce soir. Hein. Vous travaillez souvent avec des personnes atteintes de la maladie de Parkinson, donc vous connaissez bien le sujet. Oui. Et j'aimerais me préciser que toutes les deux, vous avez participé à la rédaction, à la relecture du livre Nutrition, donc vous savez très bien de quoi on parle. Donc juste avant de passer dans le vif du sujet, on va vous montrer quelques diapositives. Donc il y aura une partie présentation. Et après, une partie, on va pouvoir répondre aux questions que vous nous posez en direct. Donc, pour poser vos questions, vous avez une petite figure en bas de l'écran qui s'appelle questions et réponses. Donc, vraiment, si vous avez des questions, mettez-les là-dedans. On consultera les questions et on essaiera d'y répondre le plus largement possible pendant ce temps-là. Donc, voilà. On va passer donc, à la thématique du jour, nutrition et maladie de Parkinson. Et j'aimerais d'abord laisser la parole à Valérie, qui va nous parler un peu de la digestion et de comment ça se passe et des points d'alerte dans la maladie de Parkinson. Merci Valérie, à toi la parole. Alors, donc on peut passer à la première slide.
Alors, d'abord, avant de commencer donc, à parler directement de la digestion, il faut savoir à quoi sert la nutrition, parce que du coup, on s'alimente, mais à quoi ça sert? La nutrition a deux rôles. Le premier rôle, c'est de fournir l'énergie nécessaire au corps. On a besoin d'énergie pour fonctionner. Et la deuxième fonction de la nutrition, c'est de fournir tous les nutriments qui sont nécessaires aux différentes réactions qui composent des systèmes qui composent notre organisme. Par exemple, la respiration, la digestion, le système nerveux. Donc, on a besoin de ces différents nutriments pour fonctionner. Et il faut savoir que concernant l'énergie, le cerveau est un gros consommateur d'énergie, puisqu'à lui tout seul, il consomme 20% de l'énergie nécessaire à notre corps. D'où la nécessité d'une bonne nutrition. Voilà, donc après, on va passer sur la digestion. Donc, avant toute chose, il faut savoir de quoi se compose le système digestif pour que tout le monde comprenne. Donc, il y a deux parties dans le système digestif. Il y a le canal alimentaire qui est constitué de la bouche, de l'œsophage, de l'estomac, de l'intestin grêle et du gros intestin, et des organes annexes qui sont constitués donc, des glandes salivaires, du foie et des voies biliaires et du pancréas. Et c'est en fait tous ces organes ensemble qui vont participer à la digestion pour pouvoir faire en sorte que les nutriments donc, soient actifs au niveau des systèmes. Alors, la digestion, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un long travail à la chaîne. Pourquoi? Parce qu'en fait, les aliments que l'on absorbe, ils ne peuvent pas être utilisés en l'état, ils sont trop gros. Ils ne peuvent pas être utilisés directement par notre système. Ils doivent être dégradés, décomposés pour pouvoir être assimilés. Donc, en fait, il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord la première étape qui est l'ingestion, c'est-à-dire la prise alimentaire quand on mange. La deuxième étape, c'est la propulsion de ces aliments dans le canal alimentaire, donc le mélange et la mobilisation du contenu dans le canal alimentaire. La troisième étape, c'est la digestion. Alors, la digestion, elle comporte deux facettes. Il y a une facette mécanique, donc, où les aliments sont broyés, réduits, et une dimension chimique où, en fait, il y a des enzymes qui vont venir dégrader les aliments. On y reviendra un petit peu plus tard. Ensuite, il y a l'absorption. C'est là où les nutriments passent, en fait, dans la circulation sanguine pour être acheminés vers les différents organes. Et enfin, il y a l'élimination, qui est donc l'élimination par les selles et l'urine. Donc, on va passer en revue un petit peu les différents étages et voir là où ça peut poser problème au niveau de la maladie de Parkinson. Donc, sur la diapo suivante. Alors, la digestion, c'est un travail à la chaîne et ça commence déjà par l'ingestion des aliments dans la bouche. Donc, au niveau de la bouche, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, la digestion, elle commence avec la mastication et l'insalivation, d'où la nécessité d'une bonne mastication. Et on y reviendra tout à l'heure quand on verra les troubles où des fois la maladie de Parkinson peut impliquer des troubles de la déglutition ou de la mastication parce que ce sont les muscles masticateurs qui peuvent être impactés dans la maladie. Alors, une fois que les aliments sont mastiqués dans la bouche, donc, sont mastiqués, ils commencent à entamer un trajet vers l'œsophage. Donc là, pareil, le pharynx, c'est un carrefour qui est à la fois un carrefour des voies aériennes pour la respiration et pour la digestion. Donc là aussi, à nouveau, il peut y avoir un problème quand il y a des fausses routes où on peut avoir des problèmes de déglutition. Une fois que les aliments progressent, ils passent dans l'œsophage pour aller vers l'estomac. Donc là, l'estomac, il y aura à nouveau une autre dimension. Donc les aliments sont broyés et il y a des enzymes qui commencent à dégrader les molécules, notamment les protéines. À ce niveau-là, au niveau de l'estomac, rien n'est encore digéré. C'est juste une préparation en fait de la digestion. Il y a juste effectivement l'eau, quelques médicaments et l'alcool qui sont digérés au niveau de l'estomac. Ensuite, le bol alimentaire continue son chemin et va passer dans le duodénum. Et là, alors, le duodénum, c'est en fait la partie où tous les sucs gastriques qui sont envoyés par le foie, la vésicule biliaire et les sucs gastriques qui vont décomposer les nutriments. Donc, les enzymes, il y a des enzymes qui sont sécrétées par le foie et la vésicule biliaire qui vont dégrader les aliments par classe. Donc, il y a des enzymes qui sont dédiées spécifiquement aux protéines, d'autres enzymes qui sont dédiées au sucre et d'autres enzymes qui sont dédiées aux lipides. Donc, chaque molécule, en fait, va avoir
sa classe de dégradation pour pouvoir décomposer les aliments en molécules plus petites. Et une fois que tous ces sucs digestifs en fait, ont été activés dans l'intestin grêle, les aliments sont dégradés en petites molécules qui vont ensuite être absorbées par les parois de l'intestin pour rejoindre la circulation sanguine et la circulation lymphatique. Et en fait, des aliments en complet, on va avoir des petites molécules, donc qui sont les nutriments, sur lesquels Cécile reviendra tout à l'heure. Et ce sont ces nutriments qui sont absorbés dans la circulation sanguine pour être actifs au niveau des différents systèmes dans le système nerveux. Et enfin, tout ce qui n'est pas absorbé est rejeté par le côlon. Donc, on a au niveau de l'élimination, le côlon et les urines qui vont éjecter les nutriments qui ne sont pas absorbés. Alors là où on peut avoir un problème dans la maladie de Parkinson, c'est donc au niveau de la mastication. Ça peut des fois poser problème pour les muscles. On a aussi un problème de déglutition pour la descente du bol alimentaire. Au niveau de l'estomac, la vidange gastrique ne se fait pas toujours. Donc, on verra aussi comment on peut faire pour pouvoir favoriser la vidange gastrique. Et au niveau de l'intestin, la constipation peut parfois compromettre l'absorption des nutriments. Donc voilà, il faudra veiller à avoir une bonne hydratation, comme on verra avec Cécile, sur les troubles, comment on peut faire pour améliorer l'état intestinal. Voilà. Merci Valérie. Donc on voit que vraiment, dès le moment de ce qu'on a les aliments dans l'assiette jusqu'à la digestion, c'est un très long chemin. Mais on va peut-être, avec Cécile, maintenant voir un peu plus en détail ce que sont ces fameux nutriments. On a parlé de protéines, lipides, glucides. Est-ce que Cécile peut nous faire un résumé de ce qu'on entend quand on parle de toutes ces choses-là? Oui, voilà, donc la diapositive est là. Donc, comme vous l'a dit Valérie, les aliments qu'on mange sont dégradés au fur et à mesure de la digestion, et ce qui va être assimilé dans les intestins et passé dans la circulation sanguine, ça va être les nutriments. Donc, on va avoir des gros nutriments qu'on va appeler macronutriments qui sont majoritaires dans les aliments. C'est ce que vous connaissez sous le nom de protéines, lipides et glucides. On va voir après de quoi il s'agit. Et on a une famille… donc, les macronutriments, c'est à la fois des grosses molécules, mais c'est aussi des choses qui vont nous apporter principalement de l'énergie. Alors que les micronutriments, ce sont des plus petites molécules, mais que le corps ne sait pas non plus fabriquer. Donc, c'est tout ce qui est… donc, il va y avoir l'eau, mais aussi les vitamines, les minéraux comme le fer, le magnésium ou les oligo-éléments. Donc, le corps en a besoin en petite quantité pour fonctionner. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Donc pour les protéines dans le corps, donc je parlais tout à l'heure des macronutriments qui ont un rôle énergétique, mais c'est vrai que là, c'est une famille un petit peu spéciale qui a aussi un rôle un peu plus important qu'on appelle un rôle bâtisseur. C'est-à-dire que les protéines vont être impliquées dans la création en fait, et le renouvellement de tout ce qui est muscles, la peau, les os, les cheveux, vos ongles. Et elles sont aussi, elles permettent de construire des anticorps, par exemple pour le système immunitaire, l'hémoglobine qui va transporter l'oxygène dans le sang, les enzymes de digestion dont on parlait tout à l'heure, ou encore des hormones ou des neurotransmetteurs. En fait, les protéines dans le corps, c'est comme des briques de Lego que le corps va récupérer dans les aliments qu'on va manger et dont il va se servir pour les assembler en fait et en faire d'autres choses à l'intérieur, donc comme les hormones ou des anticorps. Donc dans l'alimentation, on a deux sources de protéines, donc des sources d'origine animale, tout ce qui est viande, poisson, crustacés, œufs et produits laitiers. Et puis on a des sources végétales, donc les légumes secs, les céréales, le soja ou produits à base de soja, et puis les fruits oléagineux comme les noix, les amandes. Après, donc, il faut savoir que dans les protéines, on a ce qu'on appelle des acides aminés essentiels. Donc, comme je disais tout à l'heure, le corps, ceux-là, il n'est vraiment pas capable de
de les synthétiser seuls. Les autres, il peut les récupérer dans des réserves à l'intérieur du corps, mais cela, il faut absolument qu'ils soient absorbés et apportés par l'alimentation. Et donc, après, voilà, que ce soit d'origine animale ou d'origine végétale, en gros, il peut y avoir des teneurs un petit peu différentes dans ces acides aminés essentiels. Ce qu'il faut retenir, c'est que les protéines végétales sont un petit peu moins complètes en acides aminés essentiels que les protéines animales. Et donc, pour les gens qui sont végétariens, ou en tout cas, si vous avez un repas végétarien, le mieux, c'est de combiner, par exemple, des légumes secs avec une céréale pour avoir une protéine, on va dire, d'aussi bonne qualité qu'une protéine d'origine animale en termes d'acides aminés essentiels. Ce qui est important aussi à noter donc dans la maladie de Parkinson, c'est qu'en fait, dans l'intestin, les protéines sont absorbées et il y a un espèce de quota en fait, d'absorption qui fait qu'il va y avoir ce qu'on appelle une compétition entre les protéines qu'on va manger dans l'alimentation et le traitement, donc la lévodopa, qui est elle-même une protéine. Donc, si on si on prend son traitement au moment des repas, il peut y avoir un risque que le traitement, en fait, soit mal absorbé et donc qu'il soit moins efficace, ou que le traitement soit bien absorbé, mais par contre, il peut y avoir une carence, on va dire, en protéines et donc un risque de dénutrition par cette interaction entre le traitement et les protéines lors du repas. Je ne sais pas si vous voulez compléter, Marie ou Valérie. Non, je pense qu'on va rentrer peut-être plus en détail plus tard. Donc voilà pour les protéines. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que les besoins sont couverts avec les recommandations, une alimentation équilibrée, c'est-à-dire pour tout ce qui est viande, volaille, poisson, œufs, donc au moins une fois par jour en variant un petit peu les sources dans la semaine. On va conseiller aussi 2 produits laitiers par jour, donc par exemple un yaourt et un morceau de fromage dans les repas de la journée. Et puis par contre des féculents aussi à chaque repas selon l'appétit pour compléter les apports en protéines animales. On peut passer à la diapositive suivante. Ah. Ça arrive. Alors, moi, je n'ai plus de diapositive. Ah. Un petit problème technique. Ouais, alors, c'était la diapositive sur les options végétariennes. Voilà, c'est ça. C'est les assiettes. Justement, c'était pour expliquer, pour les protéines. Donc ça, ce sont des exemples d'assiettes, de repas équilibrés. Elle passe pas. Elle n'est pas masquée, peut-être, non? Bon, on peut la regarder comme ça si jamais. On peut la regarder comme ça. Donc à gauche, vous avez l'assiette, on va dire classique, surtout en France où on aime bien les protéines animales. Donc avec, j'ai rien contre les protéines animales, mais voilà, le repas en France est quand même le repas traditionnel est très tourné autour de la protéine. Donc on va avoir une belle part réservée aux légumes, un petit peu de féculents, donc comme on disait, il en faut à chaque repas, et une part de protéines animales sur l'assiette de gauche. Du coup, si on passe sur une version végétarienne, que ce soit pour des convictions personnelles, des convictions environnementales ou des convictions ou nécessités budgétaires, on peut retrouver finalement quand même les mêmes apports en nutriments, donc en remplaçant la partie protéines animales par une source de protéines végétales. Donc que ce soit des légumes secs, du quinoa, du soja, on peut rajouter aussi des graines, des noix, des amandes, des noisettes pour compléter. Donc voilà, on peut retrouver finalement les mêmes apports avec une version végétale. Ensuite, la deuxième grande famille de nutriments, de macronutriments, donc ce sont les lipides, ou ce qu'on appelle traditionnellement les graisses.
Le gras, c'est la vie, mais c'est aussi super important pour le cerveau, il est constitué à plus de 60% de gras, donc ce qui en fait l'organe le plus gras du corps. Donc, voilà, il ne faut pas forcément dans l'alimentation du gras en excès, mais il en faut parce que le cerveau a besoin de gras, il est constitué de gras. Donc, dans cette catégorie des lipides qui apportent aussi de l'énergie, on va avoir trois grandes catégories. Ce qu'on appelle les graisses saturées, on va dire c'est le mauvais gras. C'est celui qui est incriminé surtout dans les problèmes cardiovasculaires et qu'on va retrouver dans tout ce qui est friture, charcuterie, fromage ou viande assez grasse dans le beurre. Donc celui-là, il en faut un petit peu dans l'alimentation, mais on va dire de manière modérée pour préserver le système cardiovasculaire. Ensuite, on a les graisses insaturées, donc avec des acides gras dont vous avez peut-être entendu parler, donc oméga 3, oméga 6 et oméga 9. Et donc ce sont ces types d'acides gras qui sont à privilégier. Et on verra en particulier les oméga 3 parce qu'on a tendance par notre alimentation à être déficitaire dans ce type d'acide gras et surtout de ne pas avoir, en fait, lui aussi, il est un peu en compétition avec les oméga 6. Donc, si on n'est pas équilibré entre les oméga 3 et oméga 6, ça peut favoriser un terrain inflammatoire, par exemple. Donc, je vais vous expliquer ensuite concrètement comment on peut rétablir ce bon équilibre entre les acides gras. Et puis, on a aussi, donc la troisième catégorie, c'est le cholestérol, donc qui est un constituant aussi de l'organisme et en particulier du cerveau. Donc voilà, le cholestérol, c'est pareil, il ne faut pas en avoir en excès, mais il en faut un petit peu pour que l'organisme puisse fonctionner correctement, produire de la bile, par exemple. Enfin, il sert aussi à plein de choses dans le corps humain. Donc, pour les conseils pratiques, ce qu'on va recommander pour justement ne pas être en excès de graisse saturée, ça va être de réduire, enfin de limiter en tout cas les fritures, les charcuteries, le fromage en excès. Alors, quand je dis fromage en excès, la dose, on va dire, conseillée par jour, ça va être une portion de 30-40 grammes de fromage. Donc, si vous prenez un camembert et que vous coupez en 8, ou les portions, on va dire, de fromage individuel que vous pouvez trouver au self, dans les cantines, c'est à peu près ce format-là. Donc, que ce soit dans une préparation ou à manger tel quel. Donc, voilà, le fromage, il n'est pas mauvais pour la santé. Il y a même des bonnes choses dans le fromage, mais c'est l'excès de fromage qui peut être pénalisant pour la santé. Et le beurre, alors on peut quand même l'inclure dans une alimentation variée, équilibrée. 10-15 grammes de beurre le matin sur les tartines, ça ne pose pas de souci. On va conseiller cette quantité. Donc 10 grammes, c'est une petite plaquette à l'hôtel, par exemple, de beurre. Donc, selon le volume de pain que vous prenez, vous pouvez prendre une plaquette et demie, mais on est à peu près sur ce ratio-là cette quantité de beurre par jour. Et pour le reste, on va conseiller d'utiliser plutôt des huiles et si possible de varier les huiles. Le fait qu'il y ait peut-être plus d'huile de tournesol, ça vous a peut-être déjà encouragé à varier les huiles, mais donc on va conseiller de ne pas consommer que l'huile de tournesol qui est assez, je pense, majoritaire en France. Mais comme je vous disais tout à l'heure, pour rééquilibrer ce ratio oméga 3, oméga 6, d'aller vers l'huile d'olive, l'huile de noix, l'huile de colza, donc de varier vos huiles de cuisson et d'assaisonnement. Et puis, pour avoir aussi ces oméga 3 qui sont, encore une fois, très bons pour l'organisme et le cerveau, on va conseiller de consommer dans la semaine une portion de poisson gras, donc soit des sardines, du maquereau, du saumon, du hareng, pour apporter le complément d'oméga 3 dont on a besoin.
Dernière famille des macronutriments, donc les sucres, ou ce qu'on appelle aussi les glucides. Donc, eux, c'est vraiment la famille énergie, hein. C'est l'énergie qui va être utilisable plus ou moins rapidement selon leur nature, mais par notre corps. Donc, on a deux sortes en fait de glucides. On a ce qu'on appelle les glucides simples. Donc, ce sont des petites molécules de glucose, plus du fructose, du lactose. Vous avez peut-être entendu ces différents termes, mais pour faire simple, on va trouver donc ces glucides qui sont absorbés, comme ils sont tout petits, très rapidement par l'organisme. On va les trouver dans le sucre de table, dans le miel, dans les fruits, les produits sucrés, les produits laitiers, le lactose étant un sucre. Et puis à côté, on a une autre famille qu'on appelle les glucides complexes. Donc le plus connu étant l'amidon, ce sont des grosses molécules qui, eux, vont être absorbées plus lentement et donc avoir une diffusion plus progressive et vous permettre en fait de la satiété, puis surtout d'avoir de l'énergie jusqu'au repas suivant. Donc ces glucides-là, on va les trouver dans tout ce qui est pain, pâtes, pommes de terre, les céréales, les légumineuses, tout ce qu'on appelle un petit peu la catégorie des féculents. Donc le cerveau, c'est quand même un gros consommateur de glucides, hein, puisqu'il en consomme 120 à 140 grammes par jour. Et en proportion, les glucides, ça doit représenter à peu près 50% de nos apports journaliers, enfin pas forcément dans nos assiettes, mais en tout cas dans nos apports journaliers, ça représente 50% de la ration à peu près. Diapositive suivante, merci. Donc pour les glucides, comme vous avez vu, on a parlé, il y en a qui s'absorbent rapidement, il y en a qui s'absorbent moins rapidement. En gros, ça c'est ce qu'on appelle sous un autre terme l'index glycémique, qui va être en fait la capacité d'un glucide ou d'un aliment en tout cas à ce que son sucre, le sucre qu'il contient, soit absorbé plus ou moins rapidement. L'indice 100 étant le glucose pur, et puis après, en fonction des aliments, on a d'autres indices. Pourquoi c'est important, ce terme d'index glycémique, c'est parce qu'en fait, pour la santé, plus le sucre est absorbé rapidement, plus il va y avoir des grosses variations du taux de sucre sanguin et donc des pics d'hormones qu'on appelle l'insuline pour régler ce taux de sucre. Mais tout ça, à la longue, ça déséquilibre un petit peu les sensations de faim, il peut y avoir un risque de développer du prédiabète ou du diabète. Donc, on va conseiller de favoriser au sein de cette famille des sucres plutôt donc les glucides qu'on a vus complexes, les féculents, le pain, donc qui s'absorbent lentement. Et si possible, complet, parce que comme ils contiennent des fibres, les fibres ont la propriété de ralentir l'absorption du sucre. Donc, on aura une diffusion plus lente de l'énergie. Donc, on va recommander vraiment pour tout le monde, hein, pas que les malades de Parkinson, mais vraiment toute la population en général, de favoriser les produits donc bruts ou peu transformés, c'est-à-dire des céréales complètes, sarrasin, avoine, blé complet, semi-complète, les légumes secs et des pains aux céréales complètes. Pareil, on va recommander de consommer plutôt des fruits entiers que du jus, parce que le fruit entier, justement, contient toutes les fibres qui vont permettre de ralentir l'absorption du sucre. Et puis, d'accompagner aussi au maximum les repas avec des légumes qui sont aussi très riches en fibres. L'avantage, c'est que toutes ces fibres, au-delà de ralentir l'absorption du sucre, c'est qu'elles vont aussi permettre de favoriser le transit intestinal et donc de lutter contre la constipation qui est quand même un effet secondaire assez fréquent et pénible dans la maladie de Parkinson. Et puis, avant de clôturer cette partie, donc on a vu maintenant les grandes familles de macronutriments. Et puis là, j'ai juste sélectionné, parce qu'il y en a beaucoup, et comme on disait, on ne pourra pas tout voir en une fois, les familles quelques micronutriments
qui peuvent avoir un rôle dans la maladie de Parkinson ou en tout cas dans le corps par rapport à certaines fonctions, en tout cas qui peuvent être fragilisées ou dont on a encore plus besoin dans la maladie de Parkinson. Donc, on a les vitamines du groupe B qui ont un rôle dans la production d'énergie, mais surtout dans le système nerveux, dans l'oxygénation des cellules et dans la synthèse des neurotransmetteurs. Donc, les vitamines D, il y en a 8 en tout. Du coup, je n'ai pas pu citer toutes les sources, mais en gros, plus on mange varié et diversifié dans les différents groupes d'aliments, plus on est sûr d'avoir les apports en vitamines dont on a besoin. Et juste à noter que la vitamine B12, les sources sont majoritairement animales. Donc là, c'est juste pour les personnes qui seraient végétaliennes, c'est-à-dire qui ne mangent pas du tout de produits animaux. Souvent, une supplémentation en vitamine B12 est nécessaire pour avoir les apports recommandés parce que l'alimentation seule ne suffit pas. Ensuite, on a la vitamine D qui est intéressante parce qu'elle stimule le système immunitaire et aussi elle va favoriser la fixation du calcium sur les os, donc pour tout ce qui est prévention de l'ostéoporose et donc favoriser la solidité osseuse. Et elle a aussi elle est impliquée aussi dans les fonctions cérébrales. Donc la vitamine D, les principales sources, ça va être les poissons gras dont on a parlé tout à l'heure. Donc comme ça, hop, c'est double effet oméga 3 vitamine D avec des poissons gras. Mais on en trouve aussi dans le foie de morue, dans certains produits laitiers qui sont enrichis en vitamine D, beurre et margarine dans les abats. La seule chose, c'est que la vitamine D, elle est activée par l'exposition au soleil. Donc, c'est vrai que donc voilà, on l'absorbe dans l'alimentation, mais pour qu'elle soit activée, il faut qu'il y ait une exposition au soleil. On recommande 15 à 20 minutes par jour. Donc c'est vrai que c'est pas toujours possible et qu'il peut y avoir des carences, notamment, moi qui travaille beaucoup avec des personnes âgées qui ne peuvent pas sortir, par exemple, c'est vrai que la supplémentation est fréquente aussi dans ces vitamines. Donc ça, c'est pour les vitamines. Et puis, un petit sel minéral là, auquel on ne pense pas souvent, mais qui est le magnésium. Qui fortifie les os lui aussi, mais qui a aussi surtout un effet myorelaxant, c'est-à-dire un décontractant, un relaxant musculaire qui peut aider à agir en fait contre la rigidité. Donc le magnésium, on en trouve dans le cacao, dans les oléagineux, les céréales complètes, fruits de mer, encore les poissons gras, les légumes secs, et puis certaines eaux minérales aussi qui peuvent aider à compléter les apports, comme l'épar ou la rosana, qui sont riches en magnésium. Le petit bonus du magnésium, c'est que ça aide aussi le transit, donc ça peut aussi soulager un petit peu les maux de constipation si besoin. Voilà, merci beaucoup Cécile. Donc là, on a fait un bref tour de la digestion, de l'absorption. On a vu un peu plus en détail les nutriments. Bien sûr, il y a beaucoup plus de choses à voir. On a dit, aujourd'hui, on n'a pas le temps de faire le tour de tout. Et là, vraiment, je pense qu'on va passer à un échange plus concret, de vraiment voir quelles peuvent être les conséquences fonctionnelles de la maladie de Parkinson sur la nutrition, mais aussi le contraire, quel peut être l'effet de la nutrition sur les symptômes de la maladie. Là encore, il y a beaucoup de choses à dire. J'invite vraiment les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui à ne pas hésiter à poser des questions. Alors, si c'est des questions très personnelles, c'est difficile d'y répondre, mais il peut y avoir des questions d'intérêt général. Il n'y a pas de mauvaises questions. Je pense que toutes les questions sont intéressantes. Donc, vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions dans la chat questions et réponses et on va essayer d'avoir un débat aussi avec vous, même si on ne peut pas vous voir. On sait que vous êtes là, que vous nous écoutez. Et donc, vraiment, n'hésitez pas à nous faire part de votre question. Donc, on est là aujourd'hui dans la semaine nationale de la dénutrition. Donc, un des problèmes dans la maladie de Parkinson, ça peut être une perte de poids involontaire qui peut apparaître un peu à n'importe quel moment de la maladie. Ça peut être en début de maladie, ça peut être plus quand la maladie avance.
Et il peut y avoir différentes causes. Donc, je ne sais pas, Valérie, si tu as envie de nous dire un peu quelles pourraient être les différentes causes que toi, tu vois, que tu as peut-être vécu toi-même Oui, alors, de perte de effectivement. poids. Ouais, moi, j'ai perdu du poids. Alors, effectivement, pas complètement au début de la maladie, mais quand j'ai commencé à prendre une classe de médicaments qui est le Stalevo, alors, ce n'est pas pour diaboliser ce médicament, mais en fait, il m'induisait beaucoup de dyskinésie et de troubles digestifs. En fait, j'avais des troubles digestifs. Alors, on dit que les malades de Parkinson sont souvent constipés, mais là, pour le coup, c'était plutôt le contraire. Donc, j'avais vraiment des gros problèmes intestinaux qui faisaient que je gardais rien. Et du coup, j'ai perdu effectivement beaucoup de poids. Donc, alors, il y a cette raison-là, donc médicamenteuse, dyskinésie probablement, et également le fait que, comme l'a dit Cécile tout à l'heure, quand on a évoqué la classe des aliments, donc des protéines, j'ai une grosse sensibilité en fait aux protéines, enfin à la lévodopa. Et chez moi, la lévodopa et les protéines ne font vraiment pas bon ménage. Et du coup, j'ai dû un peu revoir mon régime alimentaire. Alors, la difficulté, je pense que Cécile pourra revenir là-dessus, la difficulté, c'est de réussir à équilibrer le régime pour ne pas avoir les problèmes donc de dénutrition liés à un manque de protéines, mais quand même pouvoir gérer et puis ne pas être trop bloqué. Donc, en fait, ça nécessite une gestion assez personnelle déjà et assez subtile de cette redistribution des protéines, donc avec effectivement une perte de poids qui a pu s'occasionner. Mais là, j'ai réussi à rééquilibrer, j'ai repris 3 kilos. Donc, en fait, il suffit de revoir un peu et on peut reprendre du poids, mais il faut être vigilant, en fait. Dès qu'on commence à perdre du poids, il faut se poser des questions et réajuster. Et du coup, c'est possible parce que j'ai quasiment repris le poids que j'avais avant les débuts de mes troubles. Oui, donc je vais juste prendre la parole. Donc, c'est vraiment très important, hein. Il peut y avoir différentes raisons. Les dyskinésies qui représentent une dépense d'énergie supplémentaire, même des fois les médicaments qui donnent un peu des nausées au début, on n'a plus trop envie de manger. Des fois, les symptômes même de la maladie peuvent donner des difficultés à préparer un repas. Donc, on a moins envie de se préparer un bon repas. Donc, voilà, il y a beaucoup d'astuces à faire. Des fois, il y a des gens qui font trop d'activité physique aussi, hein. À en vouloir en faire trop, on peut avoir des dépenses trop fortes d'énergie. Et aussi la perte. Alors moi, j'ai pas trop de soucis, mais je sais que la perte de l'odorat et du goût peut faire aussi que on n'ait plus trop envie de manger. Enfin voilà, ça nous semble insipide. Et du coup, le plaisir de manger devient plus un besoin et on est moins tenté par des repas un peu plus festifs. Voilà. Ouais. Donc, ça et peut donc, être les ouais. Et donc, Cécile, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont un peu des choses à faire, à prendre en considération si on se rend compte que tout d'un coup, on commence à perdre 2-3 kilos comme ça, sans vraie raison apparente? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? déjà, le premier réflexe, parce que c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est déjà de se peser régulièrement parce que plus on agit tôt sur une dénutrition, plus on peut corriger les choses facilement. Donc, le seuil d'alerte, c'est à peu près 3 kilos, effectivement, 2-3 kilos de perte de poids. Si on attend qu'elle soit visible, on est déjà facile à 5-8 kilos. Donc, c'est vrai que d'avoir le réflexe de se peser une fois par mois, hein, c'est pas d'avoir le nez sur la balance, mais ça permet de pouvoir réagir plus rapidement et donc d'en parler déjà à son médecin traitant, éventuellement au neurologue ou consulter une diététicienne après. Mais il faut avoir effectivement le réflexe de se peser et de consulter quelqu'un parce qu'une perte de poids involontaire, c'est pas normal et donc il faut rechercher les causes, même si elles peuvent être, comme on l'a vu, multifactorielles. Après, au niveau du traitement, il n'y a pas de pilule magique, malheureusement, pour reprendre du poids. Donc, ça, c'est un gros. Enfin, voilà, ça serait plus pratique pour tout le monde, mais le traitement va passer uniquement par l'alimentation. Donc, il va falloir trouver des petites astuces pour, malgré les difficultés, remonter les calories de la journée en vue au moins de stabiliser, voire de reprendre du poids. Donc, on va conseiller déjà de fractionner son alimentation, c'est-à-dire de rajouter des collations dans la journée si on a du mal à faire des gros repas, de rajouter, on peut manger comme ça 5-6 fois dans la journée, si la tolérance digestive le permet, mais ça peut être une solution, voilà, de rajouter des encas dans la journée pour compléter les apports.
La deuxième piste, ça va être ce qu'on appelle enrichir l'alimentation, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander aux personnes de manger plus, mais dans les quantités qu'elles ont l'habitude de manger, on va rendre les choses le plus nourrissant possible en protéines et en calories. Par exemple, au niveau des desserts, si une personne mange un yaourt nature en dessert, on va lui proposer de troquer son yaourt nature, par exemple, par un yaourt à la grecque où il y a un petit peu de crème fraîche, donc ce sera plus nourrissant, voire une crème aux œufs parce qu'on aura du lait et des œufs, donc ce sera aussi un peu plus riche en protéines. En termes de volume, ça ne prendra pas plus de place dans son estomac, mais on aura passé plus de calories et de protéines. Mais après, de l'enrichissement, on en fait tous. Hein. Ça peut être de rajouter du gruyère râpé dans ses pâtes, des petits vermicelles dans la soupe, du sucre ou de la crème de marron dans son laitage. Voilà, l'idée, c'est de rendre plus nourrissant ce que les personnes mangent. Et la troisième piste, qui sont souvent privilégiées par les médecins traitants, mais faute de temps pour expliquer les autres choses, mais ça va être tout ce qui est complément nutritionnel. Donc maintenant, il existe une large gamme de choix de compléments nutritionnels, que ce soit des boissons lactées, des crèmes, des jus de fruits, des pains briochés, des plats salés. Voilà, c'est remboursé par la sécurité sociale sur prescription du médecin et ça peut être une solution clé en main voilà, pour se dire mon objectif c'est de prendre un complément nutritionnel dans la journée. Alors ça peut être en une fois, en plusieurs fois, mais c'est vrai que c'est une solution assez pratique aussi pour reprendre du poids. On peut combiner toutes les solutions. Ouais. Et la dernière, donc ça, c'est plus au niveau de l'alimentation. Après, effectivement, il faut travailler sur les causes autour. S'il y a des nausées, voir comment on peut traiter les nausées. S'il y a des troubles de la déglutition, voir comment on peut, en conjointement avec l'orthophoniste, sécuriser l'alimentation, mais contribuer à redonner du plaisir alimentaire. S'il y a des difficultés pour cuisiner, ça peut être de trouver, soit de se faire aider par de l'aide à domicile, par exemple. Ça peut être des portages de repas. Enfin, voilà, il faut aussi traiter les autres causes pour que ça fonctionne. Ouais. Et donc, le message, c'est vraiment pas de sous-estimer une perte de poids, Non, mais de se rapprocher rapidement d'un professionnel de santé qui va nous aider à c'est comprendre ça. Parce les que causes et trouver les solutions. Parce qu'effectivement, la perte de poids, ce qu'on voit, et c'est aussi pour ça qu'existe le collectif contre la dénutrition, mais elle est très valorisée dans notre société, la perte de poids, alors que là, c'est une perte de poids qui n'est pas voulue et qui fragilise l'organisme. On perd du muscle, on perd de l'énergie, on perd ses forces, on peut tomber malade plus facilement, on peut tomber aussi tout court si la perte de poids est très importante. Donc, c'est pas anodin et c'est pas à traiter effectivement à la légère. Et du coup, là, je vais tout de suite répondre à une question qu'on nous a posée, hein, parce qu'on parle de perte de poids, mais il peut y avoir aussi le contraire. Il peut y avoir des prises de poids ou un surpoids aussi qui peuvent apparaître, et notamment après la neurostimulation. Donc ça, c'est vraiment une question qui nous est posée. Après la neurostimulation, il peut y avoir une prise de poids. Alors oui, hein, là aussi pour différentes raisons. En fait, oui, là, c'est une prise de poids après la neurostimulation parce qu'en fait, on arrête, on a moins de dyskinésie, donc moins Voilà. de dépenses énergétiques qu'avant. Mais du coup, si on mange toujours la même chose, forcément, on mangera plus que ce qu'on dépense. Donc là, le mieux, c'est de refaire le point avec un diététicien ou une diététicienne pour rééquilibrer l'alimentation par rapport à vos dépenses pour stabiliser le poids, effectivement. Ouais. Et du coup, là, il faut augmenter la dépense énergétique, donc ne jamais Ou, oublier l'importance oui, de l'activité c'est physique, hein, ça. dans tous les cas. Au-delà de ça, c'est vraiment donc oui, la neurostimulation peut faire prendre une perte de poids. Certains traitements aussi peuvent Ouais, on a ouvrir une, l'appétit ou entraîner des troubles du comportement alimentaire aussi, oui. alors on a parlé on a parlé beaucoup des interactions protéines, levodopa, hein, donc tous les médicaments qui contiennent la protéine. On va peut-être approfondir le sujet un peu plus tard.
Mais là, on a une personne qui nous demande, voilà, hormis les protéines, est-ce qu'il y a d'autres nutriments qui peuvent poser problème? Et on nous demande notamment la question du pamplemousse, qui pose beaucoup de problèmes, qui pose des problèmes avec certains traitements. Alors, ce n'est pas au niveau de l'absorption, à mon avis, c'est au niveau du métabolisme des médicaments, le problème du pamplemousse. Ouais. Alors moi, je ne suis pas spécialiste, mais effectivement, le pamplemousse peut interagir avec certains traitements, pas que dans la maladie de Parkinson, hein. Il peut y avoir des traitements anticancéreux ou d'autres traitements. Donc généralement, effectivement, c'est précisé soit dans la notice, soit votre médecin vous alerte sur le pamplemousse. C'est au niveau des enzymes du foie, je crois, les cytochromes, les fameux cytochromes qui permettent la métabolisation des médicaments, le retraitement. Et je crois que dans le cas du pamplemousse, ça rajoute en fait, ça décuple l'activité. Donc du coup, on peut se retrouver avec une dose par exemple, si c'est la lévodopa, une dose de lévodopa dans le sang qui est nettement supérieure à celle qui devrait être absorbée. Et du coup, elle se retrouve avec des dyskinésies ou des blocages. Voilà. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est très… D'après la littérature, je pense qu'il n'y a pas un effet énorme sur les médicaments anti-parkinsoniens. Oui, je ne crois pas. C'est surtout plus sur d'autres médicaments, où ça augmente la demi-vie. Oui, le cholestérol et les médicaments pour l'hypertension artérielle, je crois surtout. Ça augmente la demi-vie, donc le traitement fait un effet beaucoup plus tard et en beaucoup plus longtemps, et on arrive en surdosage. Donc, il n'y a pas d'évidence pour les maladies dans la maladie de Parkinson. Par contre, il y a aussi l'aspartame. On peut parler de l'aspartame, qui est le sucre le sucre non-sucre dans beaucoup de boissons, qui peut aussi interférer. Est-ce que l'une de vous veut en parler? Valérie. Parce que du coup, l'aspartame se transforme en phénylalanine qui vient en compétition effectivement avec l'absorption de la L-dopa. Donc, pareil, on aura un peu le même phénomène qu'avec les protéines. Du coup, il y aura une compétition avec la L-dopa aussi. Ouais. Mais en dehors du fait qu'elle est en fait un peu délétère aussi, l'aspartame est délétère pour pas mal d'autres raisons. Au niveau des troubles, notamment chez les enfants, les troubles anxieux, les troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité. Enfin, je crois qu'il y a pas mal de choses qui sont impactées par l'aspartame. Il vaut encore mieux prendre une boisson et puis ou du sucre naturel, avec du sucre naturel plutôt que l'aspartame. Voilà. Et donc, on est sur les boissons. Hein, on a une autre question. Je les prends comme elles arrivent. Sur l'eau gazeuse. On nous demande si l'eau gazeuse est plutôt conseillée ou déconseillée dans la maladie de Parkinson. Moi, j'ai lu des choses très contradictoires, donc je n'ai pas de réponse précise à apporter. Je ne sais pas si vous avez une réponse plus précise à apporter. Je dirais que c'est un peu comme tout. Tout est question d'équilibre. Je pense que par rapport au fait qu'il y a des bicarbonates dans les eaux gazeuses, ça peut aider la digestion. Donc, les gens qui ont un peu tendance à avoir un estomac un peu, on va dire, paresseux, ça peut aider un peu la digestion, mais il ne faut pas non plus trop en boire parce que ça peut aussi donner des gaz et puis des problèmes aussi de digestion. C'est en fait un équilibre. Je pense qu'il faut alterner. Je pense que l'eau gazeuse en soi n'est pas néfaste, mais voilà, oui, je dirais la même chose. Faut pas voir que c'est en fonction de la tolérance digestive de chacun. Et puis, il y a quand même certaines eaux, par contre, qui sont très salées. Donc, c'est ce que j'allais dire. Voilà, pour les gens qui font de l'hypertension ou voilà, effectivement, les moins salées, ça va être la salvetta et le Perrier. Bon, le Perrier, il a des grosses bulles, donc ça ne convient peut-être pas à tout le monde, mais voilà, la salvetta. La salvetta, elle est bien, en plus, elle est riche en magnésium également, et elle est riche en tout ce qui est, en fait, pour reminéraliser. En silice. Donc, en fait, quand on a tendance un peu à aller, les gens qui ont tendance à aller vers l'ostéoporose ou une décalcification, la silice permet de reminéraliser. Donc, c'est un bon apport en silice aussi, la salvetta. Et moi, j'aimerais revenir un instant sur cette compétition protéines, acides aminés, lévodopa. Parce qu'en fait, quand tout à l'heure, on a parlé de perte de poids, on disait qu'il faut enrichir. En fait, l'enrichissement, ça fait beaucoup au travers des protéines. Produits laitiers, des fromages, du beurre, enrichir et des crèmes. Donc, en fait, ça peut quand même poser des problèmes pour des gens qui ont des vraies interférences.
Et donc, au lieu de faire 3 repas par jour, est-ce qu'on peut vraiment essayer de faire une redistribution des protéines ou bien plus les favoriser le soir pour éviter ou pour avoir moins d'interaction avec les stressants? C'est de nouveau très individuel, hein, mais est-ce que c'est, enfin, et c'est toujours à voir, c'est pas des choses à faire tout seul, c'est des choses à voir avec son médecin, sa nutritionniste, une diététicienne, mais est-ce que c'est des choses possibles aussi? Alors moi, si je peux parler de mon cas personnel, j'ai essayé effectivement plusieurs choses parce que bon, malgré tout, effectivement, faut les protéines. Alors, j'ai essayé d'abord de limiter un peu le matin. Enfin, je prenais un petit déjeuner très protéiné parce qu'on sait que normalement, c'est idéal de prendre plutôt un petit déjeuner protéiné plutôt qu'un petit déjeuner sucré. Mais méfiance, effectivement, après, les blocages peuvent arriver. Donc, moi, comme Marie vient de le dire, effectivement, toutes ces questions, c'est vraiment individuel. Mais j'ai vraiment, moi, redistribué mes protéines sur le repas du soir, sachant que ben, après, le soir, alors c'est vrai qu'on dit que normalement, il faut avoir un repas du soir plus léger, mais il faut aussi composer avec les contraintes personnelles. Donc, moi, j'ai tendance à renforcer mon repas du soir en protéines, donc à prendre ben, effectivement une protéine animale ou comme Cécile le disait tout à l'heure, un mélange de céréales et de légumineuses et de rajouter ben, mon yaourt et puis éventuellement une petite sardine en entrée, enfin de vraiment rajouter pas mal de protéines le soir. Et le midi, je fais essentiellement ben, des crudités, des légumes avec un sucre lent, donc des légumineuses qui comportent malgré tout des protéines. Et éventuellement un œuf à la coque. Un œuf à la coque peut passer, mais voilà, c'est en gros la quantité maxi de protéines que je peux ingérer. Et puis du coup, bah, effectivement, je fais des petites collations, donc avec des amandes. Enfin voilà, je fractionne un peu les repas. Et aux dernières examens biologiques, je n'avais pas de carence, donc je pense qu'il est quand même possible de rééquilibrer. Et je pense avoir, enfin, je fais pas mal d'activités, le niveau d'énergie est là. Donc je pense que voilà, j'ai réussi à gérer, à équilibrer. Mais c'est quand même un subtil équilibre parce que si si je suis invitée par exemple au restaurant le midi et que je mange une viande, je suis sûre qu'à l'après-midi, je peux rester dans mon canapé et rien faire, quoi. C'est pas la peine. Donc, on comprend que c'est très individuel, hein, Voilà. qu'il doit y avoir un vrai dialogue entre le professionnel de santé et la personne pour vraiment trouver les meilleures solutions qui vont aider Ouais. le plus possible. Ah, Et donc voilà, donc on voit vraiment, les protéines, c'est important. Il y a des gens qui ne sont pas sensibles du tout, hein, et je veux quand même le dire, ce n'est pas systématique, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens chez qui manger des protéines ne dérange pas plus que ça sur les symptômes. Donc voilà, c'est vraiment peut-être des choses à se souvenir si tout d'un coup on voit que le symptôme fonctionne moins bien, s'il fonctionne moins bien après le repas de midi. C'est pour avoir des idées en tête et des idées de quoi faire et de comment échanger avec le professionnel de santé. si je peux me permettre, Marie, ce que je peux conseiller, en fait, qui est à la portée de tout le monde, c'est quand on commence à avoir un peu une perte d'efficacité, effectivement, de son traitement, c'est de ne pas hésiter à faire ce que j'appelle un journal alimentaire et d'être vraiment à l'écoute de ses réactions et de noter, en fait, ben, les repas, la prise alimentaire, de quoi était composé le menu. Même après, ça permet de discuter avec soit la diététicienne ou le neurologue, de noter de quoi était composé le menu et comment je me suis comportée l'après-midi au niveau des blocages et peut-être faire des liens et puis voir après réajuster, voir s'il y a une amélioration possible. Mais d'être vraiment à l'écoute de ces réactions, c'est vraiment la première chose à faire en fait. Ouais. Ça, c'est un excellent conseil. Merci Valérie. Et on parlait tout à l'heure d'eau gazeuse et en fait, quelqu'un sur la chat dit que l'eau gazeuse peut favoriser la déglutition quand on a des troubles de la déglutition. C'est vrai, c'est quelque chose qu'on avait lu aussi. Donc, merci pour cette précision. Et donc, ça me permet de faire une transition, hein. On est passé des pertes de poids. On va parler un peu de déglutition. Alors, le temps passe vite, hein. On ne va pas pouvoir parler de tout, mais la déglutition, je pense que c'est quelque chose de très important. Souvent, on ne se rend pas compte, souvent les personnes malades ne se rendent pas compte qu'ils ont des troubles de la déglutition qui peuvent être très, très subtils au départ. C'est important. Nous, France Parkinson, c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de mettre en avant. C'est dès le moment du diagnostic, de vraiment se rapprocher de professionnels de santé comme l'orthophoniste ou la diététicienne qui vont aider tout de suite. L'orthophoniste est très importante. Elle va pouvoir déceler des troubles de la déglutition. Elle va pouvoir aider dès le départ à faire des exercices. C'est toujours plus facile de prévenir, hein, de renforcer des mécanismes qu'essayer de les soigner une fois qu'ils sont bien établis.
Donc, il y a différentes choses qui peuvent alerter sur des troubles de la déglutition, des fois des gargouillements de la voix, des difficultés à avaler, des douleurs, même une perte de poids, sans qu'on s'en rende compte. Ça peut être vraiment un signe de troubles de déglutition. L'allongement de la durée du repas aussi, Voilà. les repas de plus en plus longs, parfois, ça peut être un signe de Ouais. difficulté de déglutition. Ouais. Donc, Cécile, j'aimerais bien que tu puisses reprendre de là les troubles de la déglutition. Il y a des signes avant-coureurs. Qu'est-ce qu'on peut faire quand les troubles commencent à être un peu plus, qu'on on ressent un peu plus les troubles? Comment est-ce qu'on peut adapter son alimentation à différents stades de troubles de déglutition? Alors, quand ce sont des troubles, effectivement, il peut y avoir une évolution il y a différents stades de troubles de la déglutition. Au début, on va constater effectivement que la personne a tendance à tousser de plus en plus souvent. Ça peut être perte de poids, allongement de la durée du repas. Ça peut être des pneumopathies d'inhalation, quand ça se passe mal, qu'on avale vraiment un morceau de travers et ça peut faire une infection des poumons. En tout cas, quand le mieux, c'est quand même d'en parler, de faire un bilan orthophonique. Néanmoins, il y a déjà des petites choses qu'on peut mettre en place. Effectivement, c'est de lister les aliments où on a l'impression que ça passe moins bien. D'ailleurs, souvent, les gens les écartent. Ils mangent plus de riz, ils mangent plus de semoule. Donc, tout ce qui se disperse facilement et qui est un peu sec, les miettes de croissant, la salade un peu trop fibreuse. Il peut y avoir une liste assez longue, mais tout le monde n'a pas des difficultés de déglutition sur tous les types d'aliments. Mais en gros, voilà, on va avoir aussi des choix alimentaires qui se réduisent. Ce qui est important dans la déglutition, c'est qu'on va conseiller en première intention des textures sans gros morceaux déjà pour pas avaler de travers quelque chose de trop dur, des textures bien homogènes, c'est-à-dire qui se tiennent. Donc comme on l'a dit, le riz sec créole, effectivement, ça peut se coincer facilement, on peut l'avaler de travers facilement. Si on mange un risotto un peu plus en sauce ou un riz au lait, il y a moins de risques parce que le riz est bien enveloppé dans la sauce. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une texture homogène et bien lubrifiée, c'est-à-dire que ça glisse bien dans la cuillère, mais du coup dans la bouche et ça va glisser plus facilement au niveau de l'œsophage. Donc ça, c'est pour les textures des solides. Et puis pour les liquides, on va effectivement conseiller des boissons qui stimulent le réflexe de déglutition. Donc l'eau gazeuse, c'est parce que les bulles, elles vont préparer dans la bouche, elles vont préparer le cerveau à l'arrivée qu'il va y avoir quelque chose qui va descendre. Et donc le réflexe de la déglutition va être favorisé, mais ça marche aussi avec des boissons fraîches ou un petit peu chaudes. En fait, il y a rien, ou qui ont du goût. En fait, il n'y a rien de pire que l'eau plate à température ambiante parce que l'eau n'a pas de goût et la température ambiante est trop proche de la température du corps. Donc, ça ne va pas stimuler la déglutition comme un smoothie avec un bon goût de mangue passion ou une eau gazeuse bien fraîche. Et puis après, on peut aussi épaissir un petit peu les liquides. Il existe des poudres épaississantes qui permettent d'épaissir plus ou moins les liquides sans aller jusqu'à des choses de type gelée. Mais en première intention, ces poudres épaississantes, ça permet de continuer à boire son café dans sa tasse sans avoir de risque de fausse route. Et puis après, effectivement, au fur et à mesure de l'avancée dans la maladie et des troubles de la déglutition, on peut être amené à remodifier les textures en fonction de la personne et aller parfois jusque à des textures mixées ou à de l'eau vraiment, des boissons très épaisses. Perdu Marie. En tout cas, par rapport aux troubles de la déglutition, c'est souvent sous-estimé. Donc, si vous avez un doute, n'hésitez pas à en parler au médecin traitant. Et la personne la mieux placée, c'est vraiment l'orthophoniste qui va pouvoir savoir à quel niveau ça se passe et prescrire des conseils personnalisés et de la rééducation quand c'est possible. Et puis après, donc je parlais tout à l'heure, effectivement, le risque
quand ça se passe mal, c'est d'avaler effectivement aussi un aliment qui passe dans les poumons. Donc ça, pour éviter les infections pulmonaires, c'est aussi de bien faire les soins de bouche et de vérifier que après le repas, il n'y ait pas de petits résidus d'aliments qui sont restés dans les joues, dans les dents, parce que ces aliments, en fait, ils peuvent macérer du coup dans les bactéries de la bouche et tomber un peu plus tard, une demi-heure après le repas. Et c'est ça qui peut favoriser une infection pulmonaire. C'est pas juste un aliment qui tomberait, qui passe de la bouche et qui tomberait dans les poumons. C'est souvent un aliment qui a macéré dans la bouche, qui s'est chargé de bactéries et qui, du coup, une fois dans les poumons, peut déclencher une infection pulmonaire. Après, j'en ai moins parlé, mais on va aussi conseiller à table, quand on mange ou quand on boit, d'incliner légèrement la tête, le menton vers le bas, parce que ça protège les voies respiratoires et notamment quand on boit, d'avoir un verre en fait assez large dans lequel on puisse passer le nez. Il faut surtout pas en fait mettre la tête en arrière quand on mange ou quand on boit parce que ça favorise ça peut favoriser les fausses routes si on est sensible. Du coup, Cécile, on peut peut-être aussi parler dans les autres troubles des problèmes de constipation. Oui. Excusez-moi, j'ai été éjectée de la réelle. Je suis retournée. Allez-y, vous faites très bien sans moi, donc continuez. Pour la constipation, c'est vrai que c'est un symptôme assez fréquent dans la maladie, hein, même parfois avant l'annonce du diagnostic. Au niveau alimentaire, en tout cas, ce qui est important, c'est de s'assurer qu'on boit suffisamment. Donc, ça va être le premier conseil, c'est de boire 1,5 litre de boisson. Alors, pas forcément de l'eau, ça peut être aussi votre tisane, votre thé, votre jus d'orange, votre eau gazeuse, mais d'avoir l'équivalent d'une grande bouteille de boisson dans la journée parce que ça va favoriser le transit. Et puis après, on l'a vu tout à l'heure, mais ça va être donc le rôle des fibres, d'avoir une alimentation source de fibres avec suffisamment de fruits et légumes et puis quelques crudités dedans, des céréales complètes, blé complet, avoine, sarrasin et des légumes secs. Et c'est bien de mélanger, de varier les sources parce qu'elles sont complémentaires, elles n'agissent pas toutes de la même manière, les fibres. Donc, c'est bien de varier ces types d'aliments et surtout de bien s'hydrater parce que l'hydratation va aussi favoriser l'action des fibres au niveau du transit. Et l'activité physique aussi, qui va aider, donc continuer à pratiquer une activité physique régulière, ça aide aussi à réguler le transit. Pas hésiter à faire une petite marche après le repas pour favoriser le péristaltisme. Effectivement, quand on a vu tout à l'heure que les aliments descendaient dans le tractus alimentaire, pour favoriser en fait cette descente qui est un peu paresseuse des fois chez les malades de Parkinson, oui. De faire une petite marche après manger, ça permet de... C'est vrai que ça masse un peu les organes, de marcher, effectivement, ça favorise le transit. Alors, en naturopathie, il y a aussi quelques plantes qui peuvent favoriser le transit et la digestion au niveau de l'estomac. Donc voilà qu'on peut prendre aussi un peu tout ce qui est plantes amères, notamment par exemple la chicorée, les endives, tout ça, ça permet de favoriser également la digestion. Donc voilà, il ne faut pas hésiter aussi. Déjà, ça rajoute des fibres, des vitamines, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis, ça peut favoriser également la digestion. Le magnésium aussi, on en parlait. Le magnésium, mais pas sous n'importe quelle forme. Il y a des formes qui sont plus laxatives que d'autres, en fait. Oui. Mais après, pour les fibres alimentaires, en tout cas, la règle d'or, c'est d'y aller quand même progressivement. Et si besoin, vous pouvez aussi vous faire accompagner par un professionnel de la nutrition parce que si on charge trop d'un coup, il peut y avoir des effets. On peut irriter ses intestins. Donc, vraiment, la règle, c'est toujours d'ajouter progressivement des fibres, mais pas d'y aller trop fort d'un coup. Ouais. Et je pense que là, c'est important de le dire que déjà que quand on va changer sa façon de manger, sa façon de s'alimenter, déjà, il faut le faire progressivement. Hein. C'est bien si on est accompagné d'un professionnel de santé. Et surtout, il ne faut pas s'attendre à une baguette magique. Ça ne va pas être des changements qui sont instantanés. Quand on s'engage sur une modification de l'alimentation, on s'engage sur quelque chose au long terme. C'est quelque chose qui va avoir une efficacité tranquillement dans le temps.
Contrairement quand on voit les traitements anti-parkinsoniens, on prend une pilule, ça va avoir un effet très, très rapide sur les symptômes. L'alimentation, ça ne va pas avoir cet effet instantané. Il faut s'armer de patience, hein, écouter son corps, écouter les réactions et vraiment imaginer qu'on part pour quelque chose sur du long terme, pour un changement sur le long terme. Ce n'est pas juste je vais faire un changement un mois et puis après je reprends mes bonnes ou mauvaises habitudes d'avant. C'est vraiment quelque chose sur le long terme. Et je crois que c'est quelque chose qu'on doit vraiment avoir en tête. C'est pas parce qu'on commence à manger des fibres qu'au bout de 2 jours, voilà, Oui. la constipation va se résoudre. Non, il faut aussi réhabituer un intestin qui est un peu plus fainéant, le stimuler plus. C'est vraiment, on s'engage sur du long terme. Oui, parce que les fibres, bon, elles vont avoir quand même un rôle direct, on va dire, de formation des selles et d'évacuation, mais elles vont aussi nourrir notre flore intestinale. Donc, c'est ça aussi qui peut prendre aussi du temps. Il y a une inertie, le temps que le microbiote aussi se renouvelle et aide et facilite le transit. Alors, je ne sais pas si vous avez accès aux questions. Moi, quand je me suis fait éjecter, du coup, j'ai perdu toutes les questions. Je ne sais pas si j'en vois plus, moi. Donc, alors, moi, j'ai Karine qui demande quelle est la fréquence de prise du traitement Levodopa et à quel moment de la journée. Alors là, déjeuner. c'est très personnel. C'est différent pour tout le monde, hein. Le traitement, c'est le neurologue qui va le prescrire par rapport à l'histoire de la personne, par rapport aux symptômes. Donc, il n'y a pas de règle absolue. Prise de Levodopa, je pense que tu peux confirmer, Valérie, c'est vraiment individuel et c'est vraiment le neurologue qui va décider par rapport aux symptômes, à la maladie. Oui, tout à fait. Et encore une fois, comme on vient de le dire, c'est vraiment personnel et il faut vraiment être à l'écoute. Je dirais, la stratégie, en fait, dans la maladie de Parkinson, déjà, il faut se dire que ce n'est pas que la nutrition qui agira toute seule ou que la médication ou que l'activité physique. C'est qu'en fait, c'est un subtil équilibre entre la mise en place de plusieurs ficelles, on va dire, donc, et qui est vraiment personnel. Il ne faut pas hésiter à dialoguer avec son neurologue parce qu'un traitement, il n'est jamais figé, il peut être réajusté. Là, notamment, j'ai pu voir qu'il avait été diminué pour ma part, mais en fait, il faut vraiment être en symbiose avec son neurologue et son personnel soignant pour vraiment expliquer tous les symptômes qui peuvent arriver pour pouvoir ajuster au mieux. Et en fait, la nutrition, elle est aussi potentialisée par l'activité physique. Enfin, c'est en fait tout est en lien et il faut vraiment miser sur plusieurs tableaux et dont la nutrition fait partie. La nutrition, oui. De toute façon, la nutrition, c'est l'alimentation et l'activité physique. Les deux, l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Oui, parce qu'en fait, l'équilibre alimentaire, c'est en fait une balance entre les entrées d'un côté qui sont constituées par la nutrition et les sorties, l'activité physique. Et voilà, quand il y a trop de sorties, on peut perdre du poids. Quand il y a trop de rentrées, on peut en prendre. Et voilà, donc tout est subtil, en fait, et personnel. Et j'aimerais, alors on a plus beaucoup de temps, hein, ça fait déjà plus d'une heure. J'aimerais peut-être voir un dernier point qui est l'ostéoporose. On a parlé de micronutriments. Avant, on a parlé de magnésium. On n'a pas tellement parlé du calcium. Enfin, à moins que j'ai... Non, je n'ai pas reparlé du calcium. Effectivement, la prévention ou le traitement de l'ostéoporose, ça va passer effectivement par du calcium parce que c'est ce qui va renforcer les os. Alors, s'il n'y a pas de problème particulier, ça va être ce qu'on a vu, les deux produits laitiers par jour. Et puis, la deuxième source de calcium, mine de rien, c'est dans les fruits et légumes. Pas tellement parce que c'est concentré dans les fruits et légumes, mais parce que on en mange facilement une demi-assiette à chaque repas. Donc, en quantité, la deuxième source de calcium, ce sont les fruits et légumes. Donc, on a vu tout à l'heure que la vitamine D, ça allait permettre de mieux fixer le calcium pour les os. Donc, ça, c'est vraiment les deux minéraux qu'il faut garder en tête pour l'ostéoporose. Et la dernière chose, ça va être l'activité physique qui, elle, va permettre de renforcer les os parce que plus on a des muscles, une densité musculaire importante, plus les os vont se solidifier grâce. Donc, les trois piliers, c'est vraiment calcium, vitamine D naturellement ou supplémentation, et puis l'activité physique. Et je rajouterai une chose, Cécile, c'est la vitamine K aussi, qui est très, très importante dans la fixation donc, pour les os.
Et encore, du coup, on retrouve l'interaction avec les fibres, parce que la vitamine K, elle est synthétisée dans l'intestin grêle et surtout le côlon. Et en fait, ce sont les bonnes fibres, donc le fameux microbiote dont on parle, qui permet la synthèse de la vitamine K. Donc, un bon microbiote permet de synthétiser cette vitamine qui est naturelle. Et si on n'a pas un bon microbiote, la vitamine K, elle peut faire défaut. Et du coup, c'est aussi un facteur d'ostéoporose. De même que pour la vitamine B12 aussi, dont on a parlé, il faut un bon microbiote pour pouvoir l'assimiler. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment manger des fruits et légumes pour. Il faut vraiment manger de tout, en fait. Et effectivement, les fruits et légumes, c'est pas juste pour embêter le monde. Mais voilà, ça met de la couleur dans l'assiette, mais ça permet aussi vraiment de vertu par rapport au fonctionnement de l'organisme. Donc, le microbiote, on n'en a pas parlé aujourd'hui, hein. C'était aussi un peu un choix. On sait qu'il y a du bon, du mauvais microbiote. Il y a beaucoup d'études qui ont cherché à mieux comprendre le microbiote chez les personnes qui ont la maladie de Parkinson. Il n'y a pas de vrai consensus sur des bonnes ou des mauvaises bactéries qui seraient plus ou moins présentes chez des malades. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'évidence scientifique. Moi, je suis une scientifique, donc je parle d'évidence scientifique que prendre des probiotiques soit vraiment favorable. Par contre, une bonne nutrition équilibrée va permettre d'avoir un microbiote bien équilibré, de favoriser un microbiote plutôt anti-inflammatoire et des choses comme ça. Donc, pour l'instant, on ne parle pas dans la maladie de Parkinson de prendre des probiotiques qui changeraient ou de modifier le microbiote parce qu'on n'a pas suffisamment d'études, pas suffisamment de recul sur ce genre de choses. Donc, on n'a vraiment pas grand-chose à dire sur ça, sauf que, voilà, comme on l'a dit, je pense depuis maintenant 1h15, manger équilibré. Alors, c'est vrai pour tout le monde, hein, c'est vrai en particulier dans la maladie de Parkinson. Ça peut faire une vraie différence. Je pense que Valérie a été un bon témoin aujourd'hui de choses qui peuvent être faites, qu'on peut faire, on peut vraiment prendre possession de ce qu'on mange, de ce qu'on fait pour améliorer son quotidien. Oui, je faisais une passerelle sur l'alimentation équilibrée, mais on peut peut-être parler du livret Santé publique France. Pour voilà, alors du coup, il est un peu en inversé, mais c'est un livret qui a été édité par le mangerbouger.fr que vous pourrez trouver en téléchargement et qui donne voilà, des petites astuces au quotidien. Je vais essayer de montrer, voilà, pour le petit déjeuner, soit par rapport à vos repas, soit par rapport aux aliments, pour aller voilà, vers une alimentation plus équilibrée. Donc, à télécharger sur le site mangerbouger.fr. Voilà. Et donc, si vous avez encore une question, n'hésitez pas, c'est votre dernière chance. Et après, nous allons clôturer ce webinaire. En tout cas, j'aimerais vraiment remercier Valérie et Cécile d'avoir accepté d'être là aujourd'hui pour partager. Je vais vraiment faire la promotion du livret qui va sortir, hein. Ça fait longtemps qu'il est en préparation, mais on va y arriver, on va le faire sortir. Je sais qu'il y a des gens qui l'attendent, on est vraiment dans la phase finale. Certains diront que ça fait longtemps que je le dis, mais c'est vrai. Cette fois, je m'engage et vraiment aller sur le site du collectif de la dénutrition pour voir d'autres séminaires, d'autres choses. Il y a des choses très intéressantes qui sont disponibles, qu'on peut regarder. Et voilà, donc je ne sais pas, Cécile, Valérie, vous avez quelque chose à ajouter encore avant que nous saluions nos auditeurs aujourd'hui? Le mot de la fin? Manger équilibré. Manger équilibré. Faites de l'exercice. Et puis se faire plaisir aussi, on a oublié ce volet. C'est vrai. Ça doit rester aussi un plaisir parce que ne faut pas oublier que non plus la maladie de Parkinson, c'est la dopamine. Et que du coup, la dopamine, c'est aussi la molécule qui est sécrétée quand on est ensemble, qu'on fait du lien avec les amis, avec la famille, et que du coup, manger peut-être équilibré, mais tout seul dans son coin, des choses fades, ça n'aura peut-être pas non plus le même impact sur la dopamine. Donc, il faut aussi penser qu'il faut aussi se faire plaisir et que ça peut aussi aider la maladie. Voilà. Ouais. Pas rester avec manger que des bouts de carottes dans son coin non plus, en se disant je vais me faire du bien et voilà. Oui. Non, il y a encore beaucoup d'aspects qu'on aurait pu aborder aujourd'hui, hein. Je pense qu'on aurait pu parler encore 1 heure, mais bon, chaque bonne chose a une fin. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas reproposer un autre rendez-vous. D'ailleurs, l'auditeur peut-être nous donne le mot de la fin. On parle beaucoup de diète méditerranéenne
qui elle a une diète équilibrée qui reprend un peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc évidemment, c'est bien de manger, ça reprend les huiles, les poissons, beaucoup de crudités, de légumes et tout. Donc c'est clair qu'un régime méditerranéen est une bonne chose. Voilà, et se faire plaisir. Il y a aussi des trucs et astuces pour faciliter au quotidien au niveau de la cuisine, des adaptations de l'habitat. Donc, il y a vraiment beaucoup de thématiques. Vous trouverez tout dans notre livret nutrition. Je continue à en faire la publicité. Mais voilà, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Merci encore à vous deux d'avoir été Merci ici pour ce soir. l'invitation. Merci à tous les auditeurs et rendez-vous au prochain Rendez-vous France Parkinson. Je vous souhaite une bonne soirée à tous.